Question. Professeur Haddad, de l'enseignement supérieur, je remercie le tableau que je viens de suivre avec le docteur Chakib Khalid, qui m'éclaire beaucoup, parce que je suis théoricien d'abord, parce que je suis prof d'université, mais je suis ingénieur aussi, donc ça m'éclaire. Ça m'éclaire, et je m'oppose un peu des fois, comme je l'ai fait parfois, aux économistes en disant la mathématisation. La mathématisation, aujourd'hui, elle ne s'appelle pas mathématisation uniquement, ou comme on peut dire, je sais pas, la traduction mathématique des données, l'ARO ou tout ce qu'on veut. Il y a le big data. Le big data qui est une donnée, qui est un outil aujourd'hui. Le docteur Chakib Khalid a beaucoup insisté, il convergeait beaucoup vers là où on doit aller, c'est-à-dire développer le numérique, faire une extension systématique du numérique, développer la recherche opérationnelle, développer la formation. Selon ces trois vecteurs-là qui sont quand même très importants. Ces vecteurs il paraît inquiétant aujourd'hui parce qu'on a suivi récemment comment l'afflux des jeunes qu'on forme ont composé tout un 2000 personnes ou je ne sais combien devant le centre culturel français pour l'immigration, pour aller poursuivre des études à l'étranger, en France. Via la presse, on voit que les Canadiens aussi se proposent d'importer 1 million, mettons, d'émigrés, principalement d'Afrique du Nord, parce que la langue oblige. Le Québec, donc c'est très important. Mais je crois que ces points-là, c'est quand même très important. On n'est plus de ce qui a été auparavant la fuite des cerveaux, le brain drain. C'est pas ça du tout. Aujourd'hui, ce qui est massif et qu'il faut stopper, c'est cette fuite des gens qui sont des ingénieurs, des techniciens, des masters, parce qu'après tout, les cerveaux, il y en a combien? On les connaît, j'ai voyagé à travers le monde, j'en ai vu, on peut citer peut-être 20, 10, je ne sais pas moi, ce qu'on appelle cerveau au sens propre du terme, au sens occidental du terme. Il n'y en a pas. Mais par contre, chaque année, nous avons des queues énormes devant les endroits de recrutement potentiel des jeunes qui bénéficient de notre formation, qui sont formés par nous en Algérie. C'est-à-dire, il faut mettre, et ça c'est une urgence, comment rendre l'économie attractive, que faire pour retenir, offrir un avenir à ces jeunes-là. Voilà, ça c'est la question. En tout cas, le problème de la formation est conséquent, il est lié, parce que je conclurai uniquement, on forme avec quoi? Enfin, on peut conclure, لا تستطيع الجامعة أن تعطي الذهب إذا أعطي إليها الرصاص. Merci. Alors, Monsieur Kimani, on me reproche de me concentrer sur ce qu'on déjà on va faire un peu de topologie. Merci infiniment de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Ahmed Mohamed, je suis docteur en sciences de gestion et j'ai fait donc une thèse sur les crises et turbulences financières en France. Je voulais dire tout simplement que les grands débats qui sont absents pour le moment, c'est le débat sur la stabilité financière. Aujourd'hui, donc, avec le traitement des crises, particulièrement celle de la crise financière et bancaire de 2007-2008, donc on assiste à un renouveau théorique sur la stabilité financière, chose qui n'est pas présente dans le débat dans notre pays. La deuxième chose aussi, je voudrais souligner que, en ce qui concerne d'une manière générale le comportement adopté par les politiques publiques en ce qui concerne le traitement des crises et des turbulences financières, donc le rôle
du superviseur donc, du système bancaire, à savoir la Banque d'Algérie, ou les banques centrales du Moyen général. À un moment donné, donc, quand nous sommes dans une phase d'expansion économique, donc le problème se pose en ce qui concerne l'accomplissement des missions classiques donc, des banques centrales, mais quand on est dans une phase de turbulence, les banques centrales et l'histoire économique l'a démontré, donc les banques centrales se transforment en ce qu'on appelle en critère de dernier ressort, c'est-à-dire pour vraiment soutenir donc, le système financier dans sa sphère commerciale. C'est vrai qu'aujourd'hui, la mesure phare qui a été prise pour faire face à la crise, la crise de liquidité à laquelle nous sommes confrontés actuellement, c'est-à-dire le financement non conventionnel, c'est à peu près l'équivalent d'un véhicule qui est en panne. On le pousse, il démarre et il va fonctionner. Monsieur Ahmadi, si vous Oui, avez oui. Moi, je voudrais tout simplement pour résumer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a été entrepris, c'est très bon en ce qui concerne la mesure phare qui a été décidée, mais il faut absolument qu'elle soit complétée à court terme par des politiques monétaires et des politiques fiscales. Et je vous remercie infiniment, je n'ai pas de questions pour ça. Merci, merci. Alors, oui. La gauche n'a pas la parole. Non, je me présente. Essayez d'être bref pour permettre. Non, aucun problème. Moi, simplement, pour faire le cadre de discussion, c'est tout. Le problème, c'est que c'est Ben Mehdi, ancien commis de l'État, ancien responsable au niveau de Sonatrach et autres. Donc, le problème qui se pose chez moi, c'est que, est-ce que nous posons les bonnes questions? Je remercie le docteur Jacques Prier pour l'exposé qu'il a donné, qui est brillant, qui est très clair, et qui touche des problèmes concrets. Néanmoins, est-ce qu'on ne devrait pas soulever un petit peu le problème? Parce que on parle de politique économique, donc j'appelle importée. On importe une politique économique et on veut l'appliquer à l'Algérie. Et nous n'avons pas les mêmes soubassements. Donc ça ne peut pas marcher. Comme disait Einstein, on ne résout jamais un problème avec le même système de pensée qui lui a donné naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas faire une amélioration de l'environnement des affaires. Il faut faire un changement dans la structure, dans l'architecture de l'environnement des affaires. Est-ce que, et là je vais terminer, est-ce que nous sommes capables de penser autrement? Parce qu'on est toujours dans le même paradigme, le même système de pensée, le même truc, et on fait des petits accros que j'appelle des cataplasmes chez les gens de bois. Est-ce que nous ne pouvons pas penser autrement? Est-ce que nous ne pouvons pas, compte tenu de l'expérience de chacun, ne pas construire un think tank qui peut penser autrement et mettre en place quelque chose qui s'adapte à l'Algérie, qui est supportable aux capacités algériennes. Tout le problème est situé à ce niveau-là, parce que ce qu'on doit faire, pratiquement tout le monde le sait. Pourquoi on doit le faire? Pratiquement tous les experts le savent. Mais c'est le comment faire, et là, il y a une rupture. Je vous remercie. Je donne encore la parole à M. le ministre pour répondre aux questions. Voilà, merci pour les questions. Moi, je pense que cette question de brain drain, comme on l'appelle, est une vieille question qui a toujours posé un problème chez nous. Il y a bien sûr l'une des questions pour y répondre, c'est un peu ce que nous avons discuté aujourd'hui, c'est-à-dire transformer notre économie, diversifier notre économie pour donner plus de choix aux jeunes qui arrivent sur le marché et s'ils n'acceptent pas de travailler, disons à Sonatrach, il y aura d'autres opportunités
qui leur donneront donc l'espace, les conditions pour travailler. Ils ne seront peut-être pas obligés d'aller à l'extérieur pour le faire. Parce que ce choix-là n'existe pas actuellement. Donc si vous êtes un très bon cadre, peut-être la Sonatrach ne peut pas employer tout le monde, bien sûr, mais dans les postes à Sonatrach et dans le secteur énergétique en général sont très limités, donc il n'y a pas cette possibilité-là. Et comme notre économie n'est pas diversifiée, je pense que ça c'est une question où j'aurais dû peut-être en parler beaucoup plus, parce que l'une des questions c'est comment donc sortir de cette dépendance du pétrole. Et ça, j'en ai parlé beaucoup sur ma page, parce que c'est quelque chose qui est très très compliqué et très difficile à le faire. Parce que je ne connais pas encore de pays qui a pu s'en sortir, du moins les pays qui dépendent, sauf peut-être la Norvège, mais la Norvège était déjà un pays évolué, etc. Le seul cas que je connais, c'est la Hollande, et c'est pour ça qu'on appelle le Dutch disease. Donc c'est la maladie hollandaise, du fait que la Hollande, à un certain moment, n'exportait que le gaz naturel, parce qu'ils avaient trouvé un gisement de gaz naturel, et bien sûr le fait de commencer à avoir des revenus importants en devises, en dollars bien sûr, puisque le gaz évolue en dollars, dans l'économie hollandaise, bien sûr leur devise a été réévaluée et ça a pratiquement éliminé tous les autres secteurs parce qu'il était beaucoup moins cher d'importer que d'exporter. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle cette situation donc le Dutch disease. Et donc c'est pour cela qu'il est très important d'avoir la volonté, donc là je rejoins certains de nos collègues, la volonté politique de le faire et de répéter cette volonté, de volonté de sortir, mais aussi d'avoir un consensus, donc à travers la société, parce que ce n'est pas, disons, une phase qui sera facile à exécuter, mais il faut la faire si on veut en sortir. Et vous connaissez, par exemple, la dévaluation du dinar, un peu l'impact que ça a un peu sur surtout la classe donc pauvre de notre société avec l'inflation, etc. Et donc il y a des réformes structurelles que, bien sûr, beaucoup de gens me disent quoi spécifiquement, mais je dis quoi spécifiquement, nous le savons. Je pense que nous le savons à travers les différents rapports, quelles sont les actions que nous devons mener dans les différents secteurs pour faire cette transformation de notre économie. Et il faut qu'on y arrive. Il faudrait que de plus en plus les revenus en devises de notre économie ne proviennent pas seulement du pétrole et du gaz. Il est actuellement 95%, et il faudrait qu'on puisse exporter et essayer d'exporter des produits du secteur de l'agriculture, du secteur de l'industrie, de la pêche et des services en tirant profit de l'interdépendance un peu des différents pays les uns vers les autres. Et beaucoup de pays ont réussi à développer des activités, peut-être pas nous encore, mais on devrait pouvoir le faire. Et ce que j'ai mentionné aussi, c'est que peut-être notre économie est mal orientée, elle est orientée beaucoup plus peut-être vers les pays d'Europe et autres, on devrait peut-être l'orienter vers l'Afrique. Et peut-être penser, j'ai proposé plusieurs mesures, parmi les 16 mesures que j'ai proposées, donc des zones franches, qui nous permettraient peut-être de gagner des devises et de pouvoir donc attirer les investissements dans ces zones. Le développement du Sud, parce que l'avenir de l'Algérie, c'est vraiment l'Afrique. C'est 1 milliard d'individus qui vont acheter toutes sortes de produits, de matériel. Donc si nous ratons ce coche-là, nous avons vraiment raté le coche, réellement. Donc il faudrait qu'on ait un consensus qu'on puisse établir et qu'on développe des actions
au niveau non seulement du point de vue économique, mais du point de vue des relations diplomatiques, du point de vue des relations économiques avec ces pays-là, pour pouvoir donc développer notre relation avec ces pays-là. Et bien sûr, je pense que ça pourrait se faire. Donc ceci pour, je pense, parler de la transformation de l'économie, essayer de répondre un peu pourquoi on va continuer à perdre des cerveaux, tant qu'on n'a pas changé un peu notre économie, on n'a pas changé donc les possibilités pour notre jeunesse de travailler autre part que dans des secteurs précis tels que la Sonatrach et autres. Notre capacité, donc les modèles que je pense que les modèles que les autres ont utilisés, je pense que j'ai plusieurs fois entendu que nous sommes spécifiques, que l'Algérie est spécifique. Nous sommes des êtres humains comme les autres. Nous avons une société, bien sûr, qui a une histoire, qui a un passé. Nous en sommes fiers, mais nous faisons face aux mêmes défis que d'autres auxquels on fait face, le Vietnam en particulier. Comme vous savez, on avait prêté 200 millions de dollars au Vietnam. L'Algérie avait prêté. Maintenant, c'est probablement le Vietnam qui va prêter de l'argent à l'Algérie. Le Vietnam a pu donc diversifier son économie et il exporte pas mal de produits, il a développé son économie, etc. Donc il n'y a pas de raison pour que des modèles qui ont marché à travers le monde, regardez la Chine. La Chine est un parti unique, dictatorial. Vous avez quand même une économie libérale qu'ils ont adoptée. Il y a une planification, le parti planifie les actions à 5 ans, à 10 ans, et ils font leurs évaluations, ils font les réformes. Actuellement, ils sont dans le cadre de réforme des sociétés d'État, ils sont en train de faire donc, un développement dans ce domaine-là. La Corée du Sud, c'est la même question. La Corée du Sud, si vous vous rappelez de la Corée du Sud, il n'y avait rien du tout. Donc ils avaient un pouvoir dictatorial qui a donc orienté leur économie. Le Chili, la même chose, vous aviez un pouvoir dictatorial qui lui a imposé le système libéral, c'est Pinochet. Et en Turquie, vous avez aussi la même chose. Atatürk, Özal et Kemal Derviş, donc ils ont donc fait des réformes dans le système. Peut-être l'exception c'est la Malaisie, mais même la Malaisie, on peut dire que c'est Mahathir qui était ministre de la planification durant les années 70, qui a été, disons, le maître d'œuvre des réformes en Malaisie vers l'ouverture de leur économie, l'interdépendance de cette économie, l'attraction donc des investisseurs en Malaisie. Voilà, je pense que... دكتور خليل شكيب نتكلم عن الاقتصاد، عن الطاقة، عن العلم.